Bonjour à tous, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu à l'arrache, juste parce qu'il y a pas mal de personnes en fait à chaque fois que je poste une vidéo qui me posent des questions sur la Russie et surtout sur des aspects très pratiques. Donc je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de rassembler toutes les infos en fait que j'ai pu récupérer en un an de vie en Russie. Après c'est pas exhaustif ce que je vais vous raconter parce que du coup ça dépend vraiment de mon expérience et je pense qu'il faut faire ses propres recherches et aller voir sur les sites gouvernementaux, des trucs comme ça. Se renseigner surtout bien au dernier moment avant de partir parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent comme des fermetures de frontières, des choses comme ça, des taux de change. Donc tous ces trucs-là, il faut se renseigner soi-même. Après, je peux pas du tout répondre à toutes les questions. Il y en a beaucoup qui sont très spécifiques quand ils m'envoient des messages sur Instagram par exemple. Et ça, je peux vraiment pas y répondre, comme par exemple aider. Il y en a beaucoup qui me demandent de les aider à trouver un travail en Russie. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que je peux faire. Je vais vous remettre dans la description le lien vers la chaîne YouTube du Frussien, qui a des infos beaucoup plus pratiques et concrètes que les miennes, et qui pourra vous aider si vous avez un projet, si vous voulez un projet en Russie. Moi, c'était pas du tout l'objectif de ma chaîne, c'était vraiment pour juste raconter ma vie. Donc, je suis très contente de discuter, de pouvoir aider certaines personnes à prendre une décision peut-être ou à apporter des informations que j'ai. Mais encore une fois, c'est pas le but de ma chaîne de donner des infos très concrètes et tout ce dont je vais vous parler, c'est juste ma petite expérience qui est assez spécifique. Donc voilà, peut-être que ça peut aider certains. Et dans tous les cas, moi, ça m'aidera à rediriger les gens vers cette vidéo au lieu de répondre à chaque fois à la même chose. Il y a aussi pas mal de chaînes Telegram pour les expats français ou ceux qui cherchent à s'expatrier. Donc n'hésitez pas à chercher ça aussi sur Telegram. Telegram, c'est vraiment le moyen de communication le plus populaire en Russie et il y a pas mal d'infos dessus, même pour des Français. Les questions que je reçois le plus souvent, c'est par rapport au papier. Ça, encore une fois, renseignez-vous parce que tout est très bien noté sur les sites gouvernementaux. Et moi, je suis venue ici avec un visa de travail, pas un visa de tourisme. Enfin, j'ai fait ça en 2021, mais ça a dû changer sans doute depuis le temps pour le visa tourisme. Donc, je peux éventuellement vous parler du visa de travail, mais c'est tout. Et dans tous les cas, il y a pas mal d'agences. Moi, j'étais passée par une agence à Paris, je vous remettrai le nom, je m'en souviens plus. Action Visa, je crois. Et c'était eux qui avaient fait tout le travail à ma place. Donc on leur apporte simplement les papiers, les documents dont ils ont besoin. Après, ils vérifient tout, ils font tout à votre place et ils font ça assez rapidement si vous le demandez. Donc c'est plus facile, je pense, de passer par une agence pour obtenir son visa. Ensuite, les deux papiers dont je ne me sépare pas en Russie, c'est la carte de migration qu'on vous donne à chaque fois que vous passez sur le territoire russe, aux frontières, quand vous arrivez en Russie. Et il la récupère en fait à chaque fois que vous partez, que vous quittez la Russie. Donc il faut faire attention à ne pas la perdre, cette petite carte. C'est juste une petite carte en papier minuscule, donc facile à perdre. Donc je la laisse toujours dans mon passeport. Et ça, vous pouvez en avoir besoin pour tout ce qui est papier officiel. Donc il me semble qu'ils me l'ont demandé quand j'ai ouvert un compte en banque ou des choses comme ça. Donc toujours regarder sur soi. Et il y a aussi ce qu'ils appellent la registration, ou l'enregistrement, je suppose. Ça, c'est aussi un papier à toujours avoir sur soi. Et normalement, vous la recevez quand vous allez dans un hôtel, par exemple. Vous pouvez demander aux personnes de l'hôtel de vous enregistrer. Et donc, ils vous donnent encore une fois un petit morceau de papier avec votre registration, comme ils appellent ça. Donc, ce papier-là, ce deuxième papier, la registration, c'est à vous de la demander à votre hôtel quand vous arrivez. Et si vous habitez chez des particuliers, à ce moment-là, la situation est plus compliquée parce que s'ils sont propriétaires de l'appartement, vous pouvez aller demander à la police, il me semble, de faire signer ce papier. Mais moi, à chaque fois que j'allais chez des particuliers, je prenais une nuit dans un hôtel super cheap. J'y allais pas forcément. Je payais la nuit et puis je leur demandais de m'enregistrer. Et c'est tout parce que sinon, c'est trop compliqué en fait d'avoir ce papier. Et je sais pas s'ils vont vérifier à un moment ou un autre, mais j'en ai eu besoin pas mal de fois de ce papier. Encore une fois, pour ouvrir un compte en banque, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux faire attention et ne pas se faire interdire de territoire russe pour une raison stupide comme ça, comme un papier. Donc je fais toujours très attention à la mettre à jour. Après, moi, au quotidien, comme je loue un appartement à une agence qui est habituée à avoir des étrangers, c'est eux qui me font la enregistration. Mais en gros, à chaque fois que vous vous déplacez pour plus d'une semaine, que vous restez à un endroit particulier pour plus d'une semaine, normalement, vous devez la renouveler. Donc voilà, c'est un peu pénible, mais ça se fait. Je reçois aussi beaucoup de questions sur le transfert d'argent, les transferts d'argent entre les banques. Et ça, mon père a réussi à me faire un transfert d'argent d'une banque française vers Raiffeisen, la version russe de Raiffeisen. Mais ça a été très compliqué, c'était il y a plus d'un an, donc je suis pas sûre que ça fonctionne encore et je suis pas sûre que ce soit faisable à partir de n'importe quelle banque. J'avais demandé à la Société Générale, c'est là où je suis, malheureusement, en France, et ils avaient refusé d'un coup, enfin rien à faire.
Donc bon courage, parce que c'est vraiment pas évident de faire ça en ce moment. Pas sûr que ce soit encore possible. Après, c'est possible de prendre de l'argent liquide, des euros, et puis de l'échanger en Russie. Ils le font facilement. Seulement, il me semble qu'il y a des restrictions aux frontières. Dans tous les cas, on doit déclarer une certaine somme d'argent. Je crois que c'est à partir de 10 000 € qu'on doit déclarer ça à la douane. Mais il faut vérifier que ce soit vraiment permis d'importer des euros en liquide et s'il y a des plafonds ou des choses comme ça, juste pour ne pas être embêté aussi. Moi, j'ai pu ouvrir un compte en banque assez facilement en Russie. J'en ai deux, en fait. J'en ai un chez Raiffeisen parce que c'est ce qui est le plus recommandé pour les étrangers, vu que c'est une banque qui doit être allemande à la base, je pense. Après, pas sûr qu'ils soient très liés entre la version, enfin, la branche allemande et la branche russe, parce que, encore une fois, je peux pas faire de transfert d'argent maintenant de ma banque française vers Raiffeisen, que j'ai en Russie. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a été recommandé, Raiffeisen. Après, j'ai rouvert un autre compte sur Tinkoff, qui est plus pratique. C'est une banque qui est dématérialisée, enfin, il n'y a pas de bureau. Pour moi, c'était très facile d'ouvrir un compte chez Tinkoff, parce qu'en fait, ils vous envoient quelqu'un en taxi pour vous ouvrir le compte à votre place. Donc, vous leur donnez votre adresse, et dans la journée ou le lendemain, ils envoient quelqu'un, vous restez une demi-heure dans le taxi à régler les papiers, et puis c'est bon, vous avez votre carte directement. Donc j'ai trouvé ça assez pratique. Après, quand on vient en tant que touriste, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas si c'est possible d'ouvrir un compte aussi facilement chez eux. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'est qu'ils ont un forfait, parce qu'il y a à la fois Tinkoff, la banque, et il y a Tinkoff Mobile pour un opérateur téléphonique. Et ils offrent pas mal d'avantages, on peut avoir un forfait assez gros pour 3 € par mois, et j'ai tout ce qu'il me faut, enfin c'est en illimité internet, etc. Donc j'ai choisi de passer sur cet opérateur. Mais encore une fois, je sais pas si c'est possible quand vous avez juste un visa de touriste et pas forcément de domicile en Russie, si c'est possible aussi facilement d'ouvrir un compte. Donc à vérifier. Pour ce qui est des opérateurs téléphoniques, il y a pas mal de choix en Russie et moi j'en utilise deux parce que c'est tellement pas très cher que j'ai deux cartes SIM et à chaque fois que je perds le réseau sur un, je switch sur la deuxième carte SIM pour avoir plus de chances d'avoir internet quand je suis en dehors d'une ville par exemple. Donc j'utilise Tinkoff Mobile et le deuxième, je crois que c'est Megaphone, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, ça s'appelle Megaphone. Donc je paye sans doute, avec Megaphone, je crois que je paye 200 roubles par mois et Tinkoff, ça doit être 400 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher. Après, je pense que c'est possible si vous venez juste en touriste de prendre une carte prépayée juste pour la durée de votre séjour. C'est ce que j'avais fait la première fois que je suis venue. Si vous parlez pas russe, à mon avis, ça vaut le coup de le faire dans l'aéroport. Souvent, il y a un guichet qui vous propose ce service parce qu'il y a plus de chances qu'ils parlent anglais. Une fois que vous allez en ville, même à Moscou, vous avez à peu près 1% de chances que la personne puisse vous comprendre en anglais et surtout pas en français. Donc autant le faire à l'aéroport, je pense, quitte à payer peut-être un petit peu plus cher. Dans tous les cas, les tarifs sont vraiment pas très élevés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est assez spécifique, mais en Crimée, ils ont un système complètement différent. Et ce ne sont pas les mêmes opérateurs, donc les opérateurs russes ne fonctionnent pas en Crimée et il faut racheter une carte SIM une fois qu'on arrive sur place parce qu'on n'a plus du tout de réseau à partir du moment où on passe le pont de Crimée. Pour le passage des frontières, quand je suis rentrée en France en juin, j'ai dépassé par la Finlande en prenant un train jusqu'à Saint-Pétersbourg, de Moscou à Saint-Pétersbourg et ensuite un bus. Il y avait des bus de nuit à l'époque qui traversaient la frontière avec la Finlande, j'ai une vidéo là-dessus. Sauf que le mois dernier ou celui d'avant, ils ont fermé les frontières, en tout cas les frontières du sud avec la Finlande. Il me semble qu'il y a un petit point de passage qui reste ouvert, mais alors tout au nord de la Finlande, donc bon courage si vous voulez faire le trajet en bus ou en voiture, parce que ça va vous prendre des heures et des heures de plus. Donc je pense pas que ce soit la solution pour l'instant. Après, encore une fois, ça change très vite. Là, je viens de lire un article dans lequel il disait qu'ils allaient laisser les frontières fermées pendant encore au moins un mois, mais si ça se trouve, dans un mois ou deux, ce sera rouvert, donc encore une fois, renseignez-vous juste avant de partir. Mais je suis pas sûre que ce soit le moyen le plus fiable. Sinon, quand je suis arrivée en Russie il y a 1 an et quelques, j'étais passée par Yerevan, avec un transfert à Yerevan, donc il y a vraiment pas de vol direct, c'est pas la peine d'en chercher. Il faut toujours trouver un intermédiaire. Et en général, ça se fait par la Turquie, donc Istanbul, ou moi, la dernière fois, je suis passée par Antalya. Donc moi, pour trouver un vol, j'utilise le site internet Aviasales, parce qu'on peut payer en roubles dessus, donc ça me permet, parce que je suis payée en roubles, j'ai un salaire en roubles, malheureusement, donc ça me permet d'économiser mes euros et de ne pas avoir à transférer d'argent. Donc là, pour rentrer pendant les vacances, j'ai pris la compagnie turque Pegasus Airlines, et c'était pas mal. Après, je vous conseille de vraiment garder la même compagnie aérienne pour les deux parties du vol, parce que comme ça, ils vont prendre soin de vos bagages, etc. Et puis s'il y a un retard sur la ligne, vous ne serez pas trop impacté. Je vous conseille aussi de bien faire attention à avoir au moins 2 heures pendant le transfert, parce qu'à Antalya, ils étaient vraiment très très lents. Il y avait un seul guichet d'ouvert
pour le transfert, où ils nous font en fait repasser un contrôle des bagages. Et donc c'était un peu stressant. À l'aller, je sais plus, j'avais 1 heure et quelques, mais le premier vol était en retard. Et du coup, on a un peu couru. Ils sont vraiment pas pressés, donc on piétine un petit peu et il vaut mieux avoir du temps en rab. Ensuite, on m'a demandé plusieurs fois quelles applications on peut utiliser ou c'est conseillé d'avoir pour se déplacer en Russie, par exemple. Maps, par exemple, Google Maps, c'est pas du tout efficace en Russie, ça fonctionne pas très bien. Enfin, je vous dirais qu'en Europe aussi, c'est pas le plus efficace. À la place, ils ont Yandex Maps. Et ça suffit largement, je pense, pour se déplacer autour. On peut même commander un taxi dessus. Il y a aussi une application spécifique pour les taxis qui s'appelle Yandex Taxi et qui est disponible en anglais et même en français, si je ne me trompe pas. Après, moi, j'utilise toutes les applications Yandex, donc Yandex Music, qui est l'équivalent de Spotify, je suppose, maintenant que Spotify est interdit en Russie. Yandex email, en gros, enfin l'équivalent d'email pour Yandex, etc. J'utilise tout, mais je pense que si on est là que pour quelques jours en tant que touriste, ça sert un peu à rien de télécharger tout ça. Juste Yandex Taxi, Yandex Maps, je pense que c'est suffisant. Si c'est l'été aussi, je trouve ça assez sympa de se déplacer en trottinette électrique. Il y a plusieurs compagnies différentes qui font ça. À Moscou, moi j'utilise Whoosh et j'adore me déplacer dans Moscou avec ces trottinettes électriques parce qu'on va quand même beaucoup plus vite. Et comme c'est une grande ville, souvent on a la place de se déplacer avec ça. Mais bien sûr, maintenant c'est l'hiver et ça fait déjà 2 mois, je pense, qu'ils les ont retirés de la circulation, malheureusement. Donc je ne peux plus bouger. Quoi d'autre? Si, il y a des sites aussi qui sont très utiles pour réserver son train. Je vous mettrai, je pense, sur l'écran ou dans la description. J'utilise Yandex Voyage ou Yandex Travel pour à la fois réserver les trains. Airbnb ne fonctionne plus en Russie, donc c'est par là que je passe pour réserver des hôtels aussi. Et même des avions, je crois, que ça fonctionne aussi. Si vous voulez vous déplacer en Russie, je vous conseille vraiment de prendre le train. C'est beaucoup moins cher que l'avion, c'est une expérience assez sympa. Ça permet vraiment d'observer la culture russe, les gens, etc., d'interagir un petit peu. C'est facile, c'est safe, il n'y a pas de problème de sécurité. Moi, je le fais tout le temps. Les trains de nuit, ça vous permet d'aller assez loin au final sans passer du temps. Enfin, en fait, on n'a pas l'impression de passer du temps dans les transports parce qu'on dort à ce moment-là. Donc je trouve que c'est une très bonne idée pour se déplacer. Après, pour les trains, il faut se méfier parce qu'il n'y aura pas forcément de douche. Ça dépend du prix que vous allez payer. Mais il n'y aura pas forcément de douche dans tous les trains de nuit. Et donc, il vaut mieux prévoir avant aussi. Si on fait plusieurs jours de voyage d'affilée, qu'on ne pourra pas forcément se laver. Mais sinon, on dort assez bien dans les trains. On peut enchaîner les nuits. En vrai, je trouve ça... C'est pas inconfortable et le mouvement du train et le bruit du train, ça berce. Donc moi, j'ai pas de problème de sommeil dans les trains de nuit, à part quand j'ai des voisins bruyants. Mais ça n'arrive pas tant que ça, pas si souvent que ça. Donc pour tous les gens qui me demandent comment on peut trouver un travail en Russie, je peux pas trop vous aider encore une fois. Moi, j'ai envoyé des dizaines de candidatures avant de trouver quelque chose, ça m'a pris du temps. Et le site qui est le plus utilisé en Russie, c'est un site qui s'appelle HH, Headhunter. Donc peut-être que vous pouvez trouver là-dessus. Après, je pense que la plupart du temps, ce sera tout en russe et ils attendent de vous un CV en russe, etc. J'avais aussi utilisé LinkedIn, j'avais essayé de trouver des Français, des Européens qui travaillaient en Russie et de leur envoyer un message si je le pouvais. J'avais dû utiliser Glassdoor aussi. Enfin, j'avais vraiment fait tout ce que je pouvais. Et j'avais été acceptée plusieurs fois dans des écoles maternelles françaises ou des choses comme ça. Et j'étais prête à partir avec ce genre de travail. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux trouver un travail qui paye un petit peu plus pour avoir un salaire correct et pouvoir profiter de la vie en Russie. Et quand on parle français, on peut toujours trouver quelque chose, je pense. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de trouver un correspondant ou des correspondants avant de partir. Parce que les Russes sont un petit peu limités dans leur contact aujourd'hui avec des étrangers, donc ils sont contents de nous voir. Et il y a pas mal de sites qui permettent de trouver des correspondants qui pourront après éventuellement vous faire visiter la ville ou vous aider aussi à vous installer au début. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais déjà plusieurs amis russes avant de partir et ça aide beaucoup quand on arrive dès qu'on a une question ou quelque chose comme ça. Ou même pour visiter une ville, c'est quand même plus sympa de le faire avec quelqu'un qui habite sur place. J'ai fait le tour de ma liste et je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Mais c'est à peu près tout ce que je sais sur le plan vraiment pratique. Donc pour venir en Russie, c'est des infos qui sont à jour là maintenant tout de suite en janvier 2024, mais d'ici quelques mois, pas sûr que ça le soit toujours. Donc surtout renseignez-vous de votre côté, croisez les sources, etc. Donc j'espère que ça aura aidé quelques personnes et je vous revois dans une vidéo un peu plus normale